Octavien, plus tard connu sous le nom d'Auguste, avait débuté avec une attitude plutôt modeste comparée à la gloire qu'il allait atteindre. Né sous le nom de Gaius Octavius le 23 septembre 63 avenue Jésus-Christ, il était issu d'une famille certes peu influente à Rome, mais qui jouissait d'une certaine crédibilité. Son père, également prénommé Gaius Octavius, était davantage une figure locale qu'une figure emblématique de la scène romaine, mais il avait suffisamment d'influence pour être reconnu par le Sénat pour sa gestion des affaires en Macédoine. La mère d'Octavien, Atia, était la nièce de Jules César, un lien crucial s'il en est. Ce lien avec César était la clé qui allait changer la vie de ce gamin d'une manière insoupçonnée à l'époque. Enfant, Octave n'était pas sous les feux des projecteurs. Il n'était pas ce genre d'enfant tape à accent graveleuil et exubérant qu'on imaginerait voir un jour devenir le futur dirigeant du plus grand empire du monde. Mais sous ses dehors doux se cachait une ambition sérieuse. La légende raconte que, dès son plus jeune âge, il affichait un certain calme et une certaine attitude calculatrice que les gens trouvaient à la fois intrigante et un peu effrayante. Rome, à cette époque, était faite de jeux de pouvoir, de coups bas et d'alliances politiques mouvantes. Il fallait une main ferme pour naviguer dans ce chaos, et peu de gens savaient qu'Octave avait le don pour cela. Pourtant, la véritable histoire de l'ascension de cet homme commence avec Jules César, l'homme qui a profondément remodelé la donne politique de Rome. César en était le principal responsable, il avait bouleversé la République romaine, s'emparant du pouvoir suprême après avoir brillé au cours d'une série de guerres. L'ambition de César suscitait quelques inquiétudes. On craignait qu'il ne se transforme en roi, et à Rome, qualifier quelqu'un de roi était un moyen rapide de le faire figurer sur la liste des personnes à éviter au Sénat. Pendant ce temps, César tissait des liens politiques et intégrait quelques membres de sa famille à son cercle intime. Parmi eux se trouvait l'adolescent Octave, que César, anecdote amusante, avait personnellement choisi pour l'accompagner dans des expéditions périlleuses, comme la campagne d'Espagne. On se demandait souvent, pourquoi ce gamin? Pourquoi pas quelqu'un d'autre du vaste fan-club de César? En bref, César voyait quelque chose dans la ruse froide et stratégique d'Octave. Même jeune, Octave avait cette assurance discrète, comme s'il jouait aux échecs en 4 dimensions pendant que tout le monde jouait au morpion. César aurait pu reconnaître une part de lui-même dans son jeune parent. Alors, lorsque le brutal assassinat des Ides de Mars eut lieu en 44 avenue Jésus-Christ et que César fut poignardé à 23 reprises par une bande de conspirateurs excédés par ses manières de chef, Rome s'emballa. Les conséquences de ce meurtre furent un véritable désastre, émeute, purge et une angoisse immense quant à l'identité du prochain roi. Octave n'avait que 18 ans lorsque cette nouvelle bouleversante tomba, mais il était déjà prêt à hériter d'une part importante des biens de César et, tenez-vous bien, de son nom. Le véritable choc fut le testament de César, lu à voix haute. Tout le monde s'attendait à ce que Marc-Antoine, le bras droit de César, soit l'héritier principal. Mais surprise, surprise. Le testament de César disait, et devinez quoi? J'adopte Octave comme fils et je le nomme mon héritier principal. Imaginez la tête d'Antoine à l'annonce, cela a dû être inestimable, comme un moment de « et puis, qu'est-ce que c'est ?» Soudain, le nouveau venu avait le droit de vote ultime. Octave reçut le surnom savant de Gaius Julius Caesar Octavianus, mais on l'appelait généralement simplement Octave ou l'héritier de César. Ça y était, la porte vers une influence majeure s'était ouverte, et il n'a pas perdu de temps à la franchir. Mais soyons réalistes, Rome n'était pas un terrain de jeu tranquille. Dès qu'Octave entra dans la ville, les regards se tournèrent vers lui. Politiciens, généraux et simples citoyens voulaient savoir si ce jeune homme maigre de 18 ans, aussi rusé soit-il, avait les qualités nécessaires pour prendre la place de César. Marc-Antoine, pour sa part, était extrêmement méfiant. Il se disait qu'il pourrait le malmener, voire l'utiliser comme marionnette si cela s'avérait utile. Antoine avait une forte présence, un passé militaire aguerri, et il comptait mener la danse maintenant que César était 6 pieds sous terre. Octave, cependant, n'avait pas l'intention de se laisser mener à bien. Certes, il était poli en public, il savait que s'il voulait réussir, il devait rester calme. Il cherchait la faveur des citoyens romains en leur versant l'argent promis par César dans son testament. Imaginez le geste grandiose, des pièces d'or distribuées à une foule en liesse, gracieuseté du « nouveau César », même si Octave devait se procurer une partie de cet argent en vendant ses propres produits. Il s'achetait en quelque sorte le respect, mais cela fonctionnait à merveille. Soudain, ce jeune héritier disposait d'un véritable soutien dans les rues de Rome, et il faut croire que le Sénat l'avait remarqué. Antoine, de son côté, trébuchait un peu. Il luttait contre les conspirateurs qui avaient assassiné César,
mais tentait aussi de garder le contrôle des légions en Italie du Nord. Son alliance avec un autre ponte du nom de Lépide, qui possédait ses propres armées, était fragile. La situation politique était si complexe qu'elle en donnait le vertige. C'est alors qu'Octave passa à l'action, il leva ses propres légions. Les légions autrefois fidèles à César avaient désormais un lien affectif avec le jeune homme qui portait son nom. Les soldats ont tendance à se rallier à quelque chose ou à quelqu'un en qui ils croient, et, ô Dieu, ils croyaient en la mémoire de César. Il ne fut donc pas difficile pour Octave de brandir l'étendard de la vengeance du meurtre de César et de rassembler une armée permanente de soldats avides de vengeance et de pillage. Pendant un instant, le Sénat a vu en Octave son chouchou, un homme à qui il pouvait faire pression contre Antoine. Antoine, de leur point de vue, était un peu trop imposant. Il contrôlait trop de légions et était, à leurs yeux, un César 2.0, mais avec un peu moins de finesse. Le Sénat a donc joué le jeu d'Octave, lui conférant des titres prestigieux comme propréteur, faisant ainsi de lui un véritable commandant militaire. Ils ont aussi probablement pensé, cet adolescent est facile à manipuler ou il est jeune, il a désespérément besoin de reconnaissance, on peut le tenir en laisse. Grave erreur. Octave était assez rusé pour comprendre que le Sénat se servait de lui. Il ne pensait qu'à lui. Il voulait s'assurer l'influence de César, sans pour autant tomber dans le piège. Il commença à forger des alliances en secret, à tester la loyauté des gens et à conclure des accords qui renforçaient son image de héros vengeur de la mort de César. Il n'hésitait pas non plus à proférer des menaces. Il disait aux conspirateurs, comme Brutus et Cassius, vos jours sont comptés, alors surveillez vos arrières. Une approche peu subtile, mais Rome vivait une époque sans subtilité. La situation culmina vers 43 avenue Jésus-Christ avec la bataille de Mutina, où Octave et les forces du Sénat entrèrent en conflit avec les troupes d'Antoine. La situation était délicate, car si le Sénat souhaitait limiter le pouvoir d'Antoine, il n'était pas non plus très pressé de remettre les clés du château à Octave. Mais la guerre a toujours le don de bouleverser le statu quo. Les troupes d'Octave se comportèrent convenablement, et Antoine finit par se retirer. Le Sénat, toujours aux commandes, tenta ensuite d'écarter Octave. Peut-être pensait-il pouvoir simplement lui donner une tape sur la tête et lui dire « Bien joué, mon garçon, maintenant rentre chez toi ». C'était une erreur de jugement ridicule sur la personne à qui ils avaient affaire. C'est là qu'Octave fit un pas en avant qui laissa les politiciens de la vieille école bouche bée, il marcha sur Rome avec ses légions. Il dit en substance « Soyez respectueux envers moi ou écartez-vous de mon chemin », sous la menace d'une invasion, le Sénat céda et lui accorda le consulat aux l'une des plus hautes fonctions de Rome à l'âge étonnamment jeune de 19 ans. C'était tellement hors norme qu'on aurait dit un autre monde. Mais à ce moment-là, Octave avait prouvé qu'il avait les muscles et le cran nécessaires pour forcer les bras. Fort de ce nouveau poste, il entreprit de se réconcilier avec Antoine, ou du moins de nouer une relation de travail qui leur permettrait à tous deux d'obtenir ce qu'ils désiraient, le pouvoir. C'est ici que Lépide réapparaît. C'était un personnage important, commandant une grande partie de l'armée romaine. Octave, Antoine et Lépide formèrent ce que l'histoire appelle le second triumvirat en 43 avenue Jésus-Christ, même si personne à l'époque n'aurait prononcé le mot « triumvirat » sans sourciller. Il s'agissait en fait d'une dictature à trois hommes qui se partageaient les territoires romains, chacun disposant de sa propre sphère d'influence. Ce n'était pas un partenariat poli. C'était une alliance de circonstances, bâtie sur des fondations fragiles de méfiance. Chacun était à l'affût du moindre signe de trahison de la part des autres. Ils ne perdirent pas de temps à décréter des proscriptions ou littéralement une liste de personnes à abattre contre quiconque risquait de menacer leur règne. Les sénateurs et les cavaliers qui s'étaient alliés aux assassins de César étaient des cibles de choix. C'était une affaire brutale, confiscation de biens, exécution sommaire, exil. C'est ainsi qu'Octave apprit à agir, avec rapidité, froideur, et sans laisser ses rancunes personnelles entraver sa stratégie politique même si, soyons honnêtes, si vous le contrariez, vous étiez cuit. Les triumvirs exigeaient la loyauté, et si vous ne pouviez pas la tenir, ils s'assuraient que vous ne respiriez pas longtemps. D'un autre côté, ils tentaient de consolider leur popularité auprès des masses en se présentant comme les vengeurs de César. Ils s'adressaient à la foule romaine, prétendant remettre de l'ordre dans l'État et honorer la mémoire de César. Le peuple était peut-être horrifié par le bain de sang, mais il y voyait aussi un nouveau chapitre. Si l'on était malin, on se taisait, on choisissait son camp et on priait pour être du bon. Octave, en public, apparaissait encore comme le membre le plus doux de ce trio impie, un jeune homme réfléchi éclipsé par l'extravagance d'Antoine et la richesse de Lépide. Mais c'était l'image qu'il s'efforçait de cultiver, calme, prudent,
et toujours attentif à la situation avant de jouer. Pendant ce temps, Marc-Antoine devenait un véritable fêtard en Orient. Il s'engagea avec Cléopâtre VII d'Égypte, une relation qui allait rester gravée dans l'histoire, imprégnée de désirs, de scandales et de ruses politiques. Cléopâtre était l'ancienne flamme de César, et sa relation avec Antoine lui offrit une nouvelle porte d'entrée dans la politique romaine. Antoine, ivre de sa propre vision de l'Empire, commença à prendre des décisions qui effrayèrent les puissants de Rome. Il offrit des territoires romains à Cléopâtre et à ses enfants, jouant ainsi à l'empereur d'Orient. Octave observait depuis la coulisse, prenant des notes, attendant son heure et renforçant son influence à Rome et dans les provinces occidentales. Puis vint la grande confrontation avec les assassins de César, ceux qui avaient fui Rome après le meurtre. Brutus et Cassius avaient rallié leurs forces dans les provinces orientales, espérant défier les triumvirs. En 42 avenue Jésus-Christ, à la bataille de Philippe, Antoine et Octave s'unirent pour les écraser. Les triumvirs purent à nouveau faire revivre la mémoire de César, dépeignant Brutus et Cassius comme des traîtres non seulement à l'État romain, mais aussi au grand homme lésé. La victoire de Philippe changea la donne. Antoine en ressortit avec une forte crédibilité, car il était le véritable cerveau du champ de bataille. Octave avait été malade pendant une partie de la campagne, il n'avait donc pas la même aura héroïque dans ce conflit. Néanmoins, une victoire est une victoire, et Octave pouvait s'en attribuer le mérite par association. Après Philippe, les triumvirs divisèrent l'Empire plus clairement. Lépide obtint l'Afrique, Antoine l'Orient, avec Cléopâtre comme partenaire, pas si secrète, et Octave se vit confier la gestion de l'Occident, principalement de l'Italie et des provinces espagnoles. L'Italie était un véritable désastre. Les vétérans de guerre espéraient obtenir des terres, et les civils étaient irrités de voir ces individus alimenter les conflits et confisquer leurs biens pour récompenser les soldats. Octave endossa la responsabilité d'une grande partie de ces troubles, mais cela lui permit également d'apprendre rapidement comment diffuser de la propagande, assurer la paix et le bonheur des militaires, et gérer les régions rebelles. À bien des égards, tous ces ingrédients étaient nécessaires pour lui permettre plus tard de prendre le contrôle total du pays. Rome elle-même avait soif de stabilité après tant d'années de conflits civils. Les citoyens aspiraient à une époque où ils n'auraient plus à se soucier des gangs sanguinaires qui régnaient sur les runis de la nouvelle faction qui allait se venger. Octave flairait ce désir comme un requin flaire le sang. S'il parvenait à se positionner comme celui qui apporterait la paix et ce, en dépeignant Antoine comme un provocateur téméraire, il aurait la supériorité morale. Il commença à promouvoir ce récit, discrètement au début, mais il deviendrait une déclaration retentissante dans les années qui suivirent. Antoine, stationné en Orient, s'enfonça de plus en plus dans l'étreinte de Cléopâtre. Le couple organisa de somptueuses fêtes et frappa monnaie pour étaler leur union. Ils eurent des enfants, et Antoine les reconnut publiquement comme héritiers de royaumes qui étaient techniquement des territoires romains. Ce mépris flagrant pour la tradition romaine était exactement ce dont Octave avait besoin. Il commença à semer au Sénat romain et parmi le peuple l'idée qu'Antoine était un traître, envoûté par la reine tentatrice d'Égypte, si loin de son destin qu'il pourrait céder la souveraineté de Rome à une puissance étrangère. Jouant sur les préjugés romains contre le luxe oriental, un mot codé qui englobait tout, des traditions exotiques à l'opulence, Octave se présenta comme le défenseur des valeurs romaines et le gardien légitime de l'héritage de César. Du point de vue d'Octave, il s'agissait d'une stratégie à long terme. Il maintenait la discipline dans les provinces occidentales, veillait à ce que les légions restent loyales et bien payées, et usait de tous les moyens de communication pour souligner qu'il était le défenseur de l'honneur romain. Antoine était peut-être la vedette en Orient, mais le cœur de Rome demeurait le centre du pouvoir crucial. Ainsi, tout était prêt pour une collision majeure qui allait décider du sort de la République. Antoine et Cléopâtre faisaient peut-être la fête, mais Octave construisait un récit où il représentait la menace ultime, un couple de renégats mettant en péril tout ce que Rome représentait. En privé, Octave consolidait également ses alliances avec de puissantes familles romaines. Il essuya parfois des revers personnels, sa relation avec sa première épouse, Scribonia, n'était pas des plus romantiques, et il finit par divorcer le jour même où elle donna naissance à sa fille, Julia. Ce n'était pas le meilleur moment en termes de relations publiques, mais Octave avait le don de minimiser les scandales personnels et de mettre en avant sa mission publique. Peu après, il épousa Livie Drusilla, une décision qui s'avéra l'une des plus judicieuses, tant sur le plan personnel que politique, de sa vie. Livie était vive et ambitieuse, et elle était devenue une partenaire fidèle qui l'aida à naviguer dans les cercles aristocratiques romains. Ils formaient un couple puissant, bien que les détails de leur relation personnelle restent un sujet de débat parmi les historiens.
Derrière toutes ces manœuvres politiques et ces alliances se cachait le sentiment sincère qu'Octave cherchait à se forger un digne successeur de César. Il étudia l'art oratoire, pratiqua l'art politique et apprit à gérer les foules avec la même aisance que César autrefois. Mais contrairement à César, qui se déplaçait avec une certaine assurance flamboyante, Octave était plus prudent et méthodique. Il prenait moins de risques, pesait ses mots avec soin et gardait toujours une vue d'ensemble. À mesure que le terme officiel du triumvirat approchait, il devint évident que l'accord avec Antoine et Lépide ne durerait pas éternellement. Lépide tombait dans l'oubli, éclipsé par ses partenaires plus dynamiques, et tout le monde à Rome savait qu'un affrontement frontal entre Octave et Antoine était inévitable. Cette partie de l'histoire d'Octave, de sa naissance jusqu'à l'aube de son affrontement final avec Marc-Antoine, révèle comment un jeune homme, autrefois éclipsé par des légendes comme Jules César, s'est imposé comme un dirigeant rusé, comprenant que le pouvoir ne se résumait pas à la force brute ou au titre hérité. Il s'agissait de contrôler le récit, de récompenser la loyauté et de se positionner comme la seule solution viable au chaos qui rongeait Rome depuis des décennies. Les Romains étaient épuisés, émotionnellement et économiquement épuisés par des guerres interminables, et ils voyaient en Octave une chance peut-être pas parfaite, mais une chance d'instaurer une ère d'ordre. Cela ne veut pas dire qu'Octave était un héros irréprochable. Il jouait son rôle dans les proscriptions, considérait les alliés potentiels comme jetables une fois devenus inutiles et manipulait l'opinion publique avec une froideur calculatrice. Pourtant, si Rome était un jeu de trône, faute d'une meilleure expression, Octave était le prodige qui savait exactement comment y jouer. Certains disent que sans la volonté de César, il ne serait jamais parvenu à un tel sommet. D'autres soutiennent qu'il aurait trouvé une solution malgré tout, car il avait le cran, l'intelligence et ce sens intangible du destin. Quoi qu'il en soit, à l'aube des années 30 avenue Jésus-Christ, le vent tournait. Rome allait être le théâtre d'une confrontation spectaculaire, qui allait permettre à Octave non seulement de devenir l'héritier de César, mais aussi de surpasser son père adoptif en influence et en héritage. Les sénateurs, les généraux, et même le peuple, étaient loin de se douter qu'ils allaient entrer dans une ère nouvelle, une époque marquée par un nom plus important que tous les autres, Auguste. À la fin des années 30 avant Jésus-Christ, la tension entre Octave et Marc-Antoine était telle qu'elle s'épaississait comme le bouclier d'une légion romaine. Des rumeurs circulaient à Rome sur le train de vie indulgent d'Antoine en Égypte, sur le fait qu'il vivait dans le luxe avec Cléopâtre et qu'il semblait plus que disposé à céder les intérêts romains à cette reine prestigieuse si cela lui permettait d'accroître son prestige. Pour le Romain moyen, qui avait déjà subi le chaos des guerres civiles et des dictateurs, l'idée d'un général tapant à accent grave l'œil s'ébattant à Alexandrie et distribuant des terres romaines comme des cadeaux de fête était un peu exagérée. Octave, toujours aussi avisé, capitalisa sur cette impression. Il fit croire qu'Antoine n'était plus un vrai Romain, qu'il était devenu mou, ou même fou, sous le charme de Cléopâtre. Ce fut un coup de pub de choc qui commença à faire mouche auprès des masses, lassés des généraux de haut rang se comportant comme des rois. Antoine avait néanmoins encore des partisans, et il n'était pas un simple has-been déchu. L'Orient lui fournissait ressources et soldats, et Cléopâtre elle-même n'était pas un poids-plume. Elle dirigeait un royaume riche, possédait sa propre flotte et avait le don d'influencer les hommes puissants. Le duo était incontestablement une force sur laquelle il fallait compter. Mais Octave savait qu'en présentant cette confrontation comme une confrontation entre Rome et une reine étrangère, il pourrait susciter suffisamment de ferveur patriotique pour éclipser toute sympathie qu'Antoine pourrait espérer en retour. Il commença à marteler ce récit sans relâche dans ses discours, usant de sa formation oratoire pour dépeindre Antoine comme un traître. En coulisses, il tirait les ficelles au Sénat, s'assurant qu'avant que la situation ne s'envenime, il aurait le soutien légal pour la guerre. Mais il ne s'agissait pas seulement de discours. Octave voulait une base de pouvoir solide comme le roc. Il consacra du temps à réformer l'administration en Italie et dans les provinces occidentales, veillant à ce que les impôts soient collectés efficacement, que les soldats soient stationnés aux endroits stratégiques et que les élites locales soient suffisamment satisfaites pour ne pas semer le trouble. Il s'efforça également de satisfaire ses vétérans, la distribution des terres pouvait irriter certains civils, mais si elle permettait de fidéliser l'armée, Octave estimait que c'était un prix à payer. Plus il parvenait à rétablir l'ordre en Occident, plus la position d'Antoine paraissait précaire en comparaison. Des rumeurs sur le style de vie, oriental, douteux d'Antoine continuaient de remonter à Rome, alimentant l'idée qu'il ne faisait que monter une petite comédie en Égypte pendant qu'Octave s'occupait de stabiliser l'Empire. Finalement, la situation dégénéra lorsqu'Octave décida de prendre le risque ultime, il lut publiquement ce qu'il prétendait être le testament d'Antoine, ou du moins une version de celui-ci, qui décrivait comment Antoine prévoyait d'être enterré à Alexandrie aux côtés de Cléopâtre. Un non-sens catégorique aux yeux des Romains.
La véracité ou la falsification du document fait encore débat parmi les historiens, mais le coup médiatique fut dévastateur. La plupart des Romains, même les anciens amis d'Antoine, commencèrent à penser qu'il avait dépassé les bornes. Ce fut le feu vert ultime dont Octave avait besoin pour obtenir du Sénat une déclaration de guerre, non pas à Antoine spécifiquement, mais à Cléopâtre. Le Sénat ne souhaitait peut-être pas une nouvelle guerre civile romaine, mais il n'hésita pas à s'en prendre à une reine étrangère qui prétendait vouloir les gouverner. Ce fut donc la guerre. Octave rassembla une flotte, forte de soldats et de commandants chevronnés. Antoine et Cléopâtre réagirent en rassemblant leurs propres forces navales. L'affrontement final restera dans l'histoire sous le nom de bataille d'Actium en 31 avenue Jésus-Christ. Il ne s'agissait pas d'une simple escarmouche, c'était un affrontement naval de haut niveau, impliquant des centaines de navires. D'un côté, l'amiral d'Octave, Agrippa, une véritable bête de guerre qui capturait des ports stratégiques et coupait les lignes de ravitaillement d'Antoine depuis des mois. De l'autre, Antoine devait jongler avec la coordination avec la flotte égyptienne de Cléopâtre, ce qui lui causa de nombreux problèmes logistiques. Sans compter que ses propres hommes étaient confrontés aux désertions et au manque de provisions. Le jour J, la mer Ionienne, au large des côtes grecques, devint le théâtre de l'un des affrontements les plus emblématiques de l'histoire occidentale. Les équipages bien entraînés d'Agrippa et ses manœuvres supérieures acculèrent les navires d'Antoine. Cléopâtre, voyant la bataille tourner au vinaigre, s'élança avec son escadre en plein combat, et Antoine par désespoir, par amour ou par pure panique la poursuivit, laissant le reste de sa flotte à la dérive. Ce fut un spectacle humiliant. Une grande partie de la flotte d'Antoine se rendit ou fut détruite, et ses forces terrestres capitulèrent bientôt. Ce fiasco fit d'Antoine la risée de Rome, et donna à Octave l'excuse parfaite pour asséner le coup final. Alors qu'Antoine et Cléopâtre s'enfuyaient en Égypte, Octave prit son temps. Il ne se précipita pas, il verrouilla systématiquement les provinces orientales, rallia les dirigeants locaux à sa bannière et se prépara à envahir l'Égypte l'année suivante. À ce moment-là, la coalition autrefois redoutable d'Antoine était en ruine. Lorsqu'Octave débarqua enfin en Égypte en 30 avenue Jésus-Christ, le moral des troupes d'Antoine était au plus bas. Certains de ses hommes firent défection. Cléopâtre tenta quelques manœuvres de la dernière chance, négociations, pot de vin, allant même jusqu'à contacter Octave personnellement, espérant peut-être le charmer comme elle l'avait fait avec César et Antoine. Mais Octave n'en fut pas convaincu. Il considérait Cléopâtre comme un élément insignifiant à régler, et non comme une partenaire dans un futur arrangement. Face à l'inévitable, Antoine se jeta sur son épée littéralement et Cléopâtre, refusant d'être exhibée comme un trophée de Rome, se suicida, comme on dit, en se laissant mordre par un aspic. Avec ces suicides spectaculaires, le dernier défi majeur au pouvoir d'Octave s'évapora. L'Égypte devint une province romaine, et Octave mit la main sur l'énorme trésor de Cléopâtre, renforçant considérablement les caisses de Rome. De retour à Rome, la nouvelle de sa victoire fut accueillie avec un immense soulagement. Les guerres civiles étaient enfin terminées, et l'homme encore debout n'était autre que l'héritier de César, le tacticien au sang-froid qui avait déjoué tous ses rivaux. On peut facilement supposer qu'à partir de ce moment, Octave s'est imposé comme un chef incontesté. Mais la politique romaine restait complexe. On se souvenait de la façon dont César avait été chassé pour avoir trop ressemblé à un monarque, et personne n'était d'humeur à accueillir un roi sans phare. Octave comprit que s'il tentait de s'emparer du pouvoir suprême de manière ostentatoire, il risquait de répéter le sort de César. Il adopta donc une approche plus subtile. En quelques années, il orchestra une vaste campagne de communication qui le présenta comme le restaurateur de la République, tout en accumulant et consolidant discrètement des pouvoirs qui en firent, en pratique, le chef. En 27 avenue Jésus-Christ, il avait si bien sauvé la République que le Sénat, dans un geste grandiose, lui conféra un nouveau nom, Auguste. Ce nom était empreint de vénération et de sainteté, comme s'il était favorisé des dieux. Un véritable coup de maître en matière de relations publiques. Auguste accepta gracieusement et, dans un geste soigneusement orchestré, feignit de céder ses pouvoirs extraordinaires au Sénat, tout en conservant la part du lion de l'autorité réelle. Il conserva des provinces cruciales comme l'Égypte, une importante source de revenus et conserva le commandement de la majorité des légions. Officiellement, Rome était toujours une république, avec ses consuls, ses tribuns et son Sénat, mais en réalité, c'est Auguste qui tirait les ficelles en coulisses. C'est cet ensemble de dispositions qui constitue ce que nous appelons aujourd'hui le Principat. Auguste se positionnait non pas en dictateur, mais en princeps, ce qui signifie « premier citoyen ». Il assistait aux réunions du Sénat,
faisait preuve d'humilité et affichait un respect ostentatoire des valeurs romaines traditionnelles. Mais quiconque se faisait des illusions sur l'indépendance du Sénat se trompait. Auguste contrôlait les nominations militaires, gouvernait les provinces les plus rentables et avait le dernier mot sur presque toutes les décisions importantes. Certes, le Sénat débattait et adoptait encore des lois, mais il s'agissait plutôt d'une simple approbation des politiques qu'il avait déjà élaborées. Et vous savez quoi? Beaucoup de Romains s'en réjouissaient. Après des décennies de guerre civile, de proscription et de lutte de pouvoir, la plupart des citoyens aspiraient simplement à la paix et à la stabilité. Peu leur importait qu'un seul homme tienne les rênes, pourvu qu'il use de ce pouvoir pour empêcher l'Empire de se déchirer. Auguste était parfaitement conscient de ce sentiment populaire. Il lança d'immenses projets de construction, affirmant avoir fait de Rome une ville de briques et l'avoir laissée une ville de marbre. Il investit dans les infrastructures, nouveaux temples, aqueducs, routes et théâtres, donnant à Rome un nouveau visage qui annonçait une nouvelle ère de prospérité et de fierté civique. Mais tout ne se résumait pas à des monuments fastueux. Auguste tenta également de raviver ce qu'il considérait comme le code moral romain classique. Il promut des lois encourageant le mariage, la procréation et la fidélité, espérant ainsi endiguer le mode de vie insouciant qui s'était répandu parmi l'élite. L'adultère fut criminalisé et la législation morale présentée comme un moyen de restaurer la vertu de Rome. Si ces lois suscitèrent des réactions mitigées, certains les trouvèrent hypocrites, compte tenu du passé de la haute société romaine, elles contribuèrent néanmoins à l'image qu'Auguste cultivait, celle d'une figure paternelle guidant Rome vers ses racines traditionnelles. Il réorganisa également l'armée. Les soldats s'étaient habitués à être loyaux à leurs généraux plutôt qu'à l'État, une dynamique qui avait alimenté toutes ces terribles guerres civiles. Auguste s'attaqua à ce problème en créant une armée permanente avec une solde, des conditions de service et des retraites standardisées, financées par l'État et non par les fonds personnels d'un général. Il créa un trésor spécialement destiné aux dépenses militaires, l'aerarium militaire, afin que la loyauté des soldats soit davantage liée à l'institution de l'empereur, bien qu'on ne l'appelle pas encore empereur, qu'à un chef de guerre charismatique. C'était révolutionnaire. Cela créait une structure stable et durable qui réduisait le risque que des généraux rebelles retournent leur légion contre le gouvernement. Hors de Rome, l'Empire continua de s'étendre. À l'ouest, les régions de l'Espagne moderne et des Alpes étaient soumises. À l'est, les royaumes clients étaient gérés par un équilibre délicat entre diplomatie et démonstration de force occasionnelle. Auguste privilégiait les solutions diplomatiques lorsque cela était possible, des rois clients qui juraient fidélité à Rome, payaient tribut et maintenaient la paix étaient bien moins coûteux à entretenir que l'envoi de légions. Pourtant, il n'hésitait pas à faire étalage de sa puissance militaire lorsque cela était nécessaire. L'avancée en Germanie était ambitieuse, même si elle se heurta à un échec en 9 après. Jésus-Christ avec la bataille de la forêt de Teutoburg, où 3 légions romaines furent anéanties par des tribus germaniques. Ce désastre secoua Auguste. L'histoire raconte qu'il fut si bouleversé qu'il arpenta les couloirs de son palais la nuit en criant « Varus, rends-moi mes légions ». Mais même cette défaite catastrophique ne fit pas s'effondrer son régime. Son pouvoir était alors si établi que Rome se contenta de recalibrer, ramenant la frontière jusqu'au Rhin. Durant ces années, Auguste exerça un contrôle strict sur la propagande. Des poètes épiques comme Virgile bénéficièrent du soutien impérial, écrivant des œuvres comme l'Énéide, qui glorifiaient les origines de Rome et, par extension, le règne d'Auguste. La littérature et l'art prospérèrent sous cette nouvelle paix, souvent appelée Pax Romana, un terme qui traduisait la stabilité et l'ordre relatif qui durèrent des générations. Bien sûr, ce n'était pas une utopie totale, Rome était encore un empire en expansion forcée, et les régions périphériques se rebellaient parfois, mais comparé aux interminables guerres civiles du siècle précédent, cela ressemblait à un âge d'or. Cependant, en coulisses, une question délicate se posait, la succession. Auguste n'avait pas de fils de sa propre lignée. Il adopta quelques héritiers, les maria stratégiquement et les prépara à occuper le poste de chef. Un à un, cependant, ils moururent ou tombèrent en disgrâce. Le scénario devint sombre, chaque fois qu'Auguste choisissait un successeur potentiel, le destin ou les intrigues politiques s'en mêlaient pour le lui ravir. Finalement, son choix se porta sur son beau-fils, Tibère, fils de Livie issu d'un précédent mariage. Tibère était compétent, mais peu chaleureux. Il restait néanmoins le meilleur choix. Auguste adopta officiellement Tibère en l'an 4 de notre ère, et dès lors, la question de savoir qui serait le prochain sur la liste devint claire. En gérant soigneusement la transition, Auguste s'efforçait de garantir qu'après son départ, l'Empire ne retomberait pas dans le chaos. Il souhaitait que ce nouveau système, le Principat,
lui survivent et s'intègrent parfaitement à la structure de la gouvernance romaine. À ces dernières années, il avait régné sur Rome plus longtemps que quiconque de mémoire d'homme. La cité et ses vastes domaines avaient fini par accepter que, si le Sénat existait toujours, le véritable pouvoir résidait entre les mains d'un seul individu. Pourtant, comme Auguste ne s'était jamais présenté comme un roi, n'avait jamais porté de couronne, ne s'était jamais qualifié de dictateur, les Romains pouvaient se rassurer en pensant qu'ils vivaient encore dans une république avec une forme de gouvernance partagée. Cela dit, Auguste n'était pas un vain costume. Il était pleinement conscient de la précarité d'un règne d'un seul homme. S'il baissait la garde, un autre général ou homme politique ambitieux pourrait tenter un coup d'État. Il s'entourait donc d'amis fidèles, de membres de sa famille, quand il se montrait sage, et d'un réseau d'informateurs soigneusement entretenu. Critiques et rivaux finissaient en exil ou se retrouvaient exclus du circuit, privés de toute influence. Il n'y avait pas de règne de terreur constant comme on pouvait le voir sous les dictateurs précédents, mais il était implicitement entendu qu'il n'était pas judicieux de contrarier Auguste. Il possédait une ruse à l'ancienne et une mainmise sur l'appareil politique. Il pouvait se présenter comme un dirigeant patient et bienveillant, mais si l'on menaçait son grand dessein, il répondait avec une cruauté prompte et calculée. Au fil du temps, les gens ont oublié ce qu'était la véritable vie républicaine. Les jeunes générations, nées dans la Pax Romana, ne connaissaient que l'ordre établi par Auguste. Elles entendaient les récits des anciennes guerres civiles, des luttes pour la suprématie et de l'assassinat dramatique de César comme s'il s'agissait de légendes épiques d'une époque chaotique. En ce sens, Auguste a réussi à réécrire la mémoire collective de Rome. Il n'était plus seulement l'héritier de César, il était le symbole d'une Rome restaurée et revitalisée. Même si les observateurs avisés constataient que la véritable structure du pouvoir de la République avait disparu, ils devaient admettre que le système d'Auguste fonctionnait mieux que les effusions de sang et les luttes de pouvoir incessantes qui l'avaient précédé. À l'approche de ces derniers jours, Auguste se concentra également sur son héritage. Il rédigea un recueil de ses exploits, connu sous le nom de Res Gestae Divi Augusti, un éloge funèbre autodidacte détaillant toutes les manières dont il avait servi l'État, les guerres gagnées, les temples construits, les lois votées. C'était de la propagande, certes, mais aussi un aperçu de la façon dont il souhaitait que Rome et les générations futures le perçoivent. À sa mort, en 14 après Jésus-Christ, l'Empire n'implosa pas, Tibère intervint, sans difficulté, et le Sénat décréta qu'Auguste serait déifié, affirmant qu'il était plus qu'un simple homme, une figure divine qui avait guidé Rome vers la grandeur. Pourtant, malgré tous ces beaux discours, il ne faut pas perdre de vue l'homme véritable derrière ce mythe. Auguste était un maître du théâtre politique, un stratège calculateur et un survivant dans un environnement impitoyable. Si César avait l'éclat d'une rockstar militaire, Auguste avait la patience d'un grand maître d'échecs, anticipant toujours le prochain coup de son adversaire, toujours prêt à préparer un plan d'urgence. Il avait fait preuve de brutalité lorsque cela était nécessaire à l'époque des proscriptions et dans la traque systématique de ses ennemis, et il avait manipulé le Sénat d'un gant de velours dissimulant une poigne de fer. Mais il a également inauguré une longue période de paix relative et de croissance économique. Demandez à un Romain de cette époque si Auguste était un tyran ou un héros, et la réponse pourrait varier considérablement selon son histoire familiale et sa fortune personnelle. Mais d'un point de vue plus large, il a jeté les bases d'un système impérial qui allait perdurer pendant des siècles. Il convient également de noter qu'Auguste n'a jamais laissé ses drames personnels éclipser ses ambitions plus vastes. Sa vie familiale fut parfois chaotique, marquée par les scandales et les exils. Il bannit sa propre fille Julia pour adultère, craignant que son comportement ne ternisse son image morale soigneusement entretenue. Bien que nous ne disposions que de fragments de l'histoire réelle, il est clair que la loyauté familiale passait au second plan desquels menaçait la stabilité générale de son régime. Cette propension à sacrifier sa propre famille pour préserver la confiance du public révèle un aspect d'Auguste tout à fait glaçant, tout était subordonné à la cause du maintien de son pouvoir et de la préservation du nouvel ordre romain. En fin de compte, Auguste fut l'architecte d'une nouvelle réalité politique. La République, telle qu'elle était autrefois, appartenait au livre d'histoire, remplacée par un système de gouvernement héréditaire qui, bien que drapé dans les traditions républicaines, était, par essence, une monarchie. Seulement, c'était une monarchie si habilement voilée que les Romains eux-mêmes, conditionnés par des années de conflits, l'acceptèrent comme la meilleure solution possible. Auguste vécut assez longtemps pour voir ce nouveau système se concrétiser, forgeant un modèle politique que les futurs empereurs tenteraient soit d'imiter, soit de saboter brutalement, selon leurs propres caprices et compétences. De nos jours, lorsqu'on pense à lui, on a tendance à le dissocier de la légende. À la vue de la statue idéalisée d'Auguste,
le bras tendu dans un geste noble, ou à la lecture de ses réformes mesurées, on l'imagine facilement comme un titan inaccessible. Mais en réalité, il était profondément humain, débordant de contradictions, capable d'être magnanime et impitoyable, pieux et avide de pouvoir, défenseur des valeurs républicaines et destructeur de la véritable gouvernance républicaine. C'est peut-être pour cela qu'il demeure si fascinant. Il a navigué dans un tourbillon d'ambition, de violence et de trahison, et a réussi non seulement à se maintenir à flot, mais aussi à remodeler le monde romain tout entier à sa guise. Son dernier acte fut de s'assurer que les générations suivantes l'appelleraient « père de la patrie » et le révéreraient comme une figure fondatrice. Lorsque les successeurs d'Auguste montèrent sur le trône, le principat était si solidement ancré que même les pires empereurs, comme Caligula ou Néron, ne parvinrent pas à le démanteler complètement. Ironiquement, cette stabilité résultait de la ruse calculée d'un homme qui, adolescent, semblait n'être qu'un simple pion du Sénat et de Marc-Antoine. Mais il renversa la situation, s'empara de toutes les billes et devint le maître incontesté du destin de Rome. Alors qu'Auguste s'installait comme force dirigeante de Rome, il ne se contentait pas de se tourner les pouces et de savourer le fruit de la victoire, il s'efforçait de consolider chaque aspect de l'ordre social. S'il existait un aspect de la vie romaine qu'il pouvait remettre en ordre ou remodeler à son image, il retroussait ses manches et s'y mettait. La ville de Rome elle-même, avec ses rues sinueuses et ses immeubles exigus, présentait un risque sérieux d'incendie et d'inondation, et Auguste prônait une meilleure planification urbaine. Il instaura des brigades de pompiers et des patrouilles de surveillance de quartier, espérant endiguer les fréquents incendies qui se déclaraient dans la poudrière des insulae de la ville, ces immeubles délabrés qui abritaient souvent les travailleurs pauvres. C'était en partie altruiste, personne n'aimait voir des quartiers entiers brûlés, mais c'était aussi une manœuvre astucieuse pour consolider sa popularité auprès des gens ordinaires qui cuisinaient, faisaient leurs courses et se pressaient sur les marchés animés de la ville. L'amélioration urbaine ne se limitait pas à la sécurité. Auguste fit également construire des structures monumentales qui remplissaient un double objectif, elles donnaient à la ville une allure majestueuse et marquaient son message, Rome entrait dans une ère nouvelle et glorieuse sous sa direction. Des temples dédiés aux dieux, notamment à Mars Ultor, Mars le Vengeur, symbole de la vengeance contre César, surgirent un peu partout dans la ville, rappelant aux citoyens que leur nouveau dirigeant était à la fois pieux et déterminé à faire respecter la justice divine. Il reconstruisit ou rénova également d'anciens temples, redessinant pratiquement le paysage urbain afin que les passants ressentent la présence d'Auguste partout où ils posaient leur regard. Le Forum d'Auguste, étincelant de colonnes de marbre et de statues des illustres ancêtres de Rome, devint une référence culturelle. On avait l'impression d'entrer dans un musée vivant de la vertu romaine, la lignée d'Auguste étant désormais mise en valeur comme un point culminant de cette scène historique. L'expression artistique prospéra à cette époque, en grande partie grâce au mécénat impérial. De riches alliés d'Auguste, comme Mécène, parrainèrent poètes, dramaturges et historiens qui chantèrent les louanges du nouvel ordre. Horace produisit des odes qui incitaient légèrement les Romains à apprécier la paix dont ils jouissaient désormais, laissant entendre que tout cela était dû à la direction paternelle de leur chef. Virgile, comme mentionné précédemment, écrivit l'Énéide, tissant une trame mythique pour Rome, culminant par un subtil clin d'œil au destin d'Auguste lui-même. Il s'agissait d'une propagande de haut vol déguisée en poésie épique. Dans les arts visuels, les sculpteurs représentèrent Auguste dans des figures de marbre idéalisées, toujours jeune, toujours serein, projetant une aura éternelle d'autorité sereine. Même les pièces frappées sous son règne portaient des messages soulignant la paix, la prospérité et la légitimité du règne de la lignée julienne. Ces pièces ont voyagé à travers les vastes étendues de l'Empire, de la Bretagne à la Syrie, diffusant ainsi efficacement la marque augustéenne. Bien qu'il accordât une grande importance à son image publique, Auguste n'oublia jamais le véritable pilier de son pouvoir, les légions. L'armée était à la fois l'épée et le bouclier de Rome, et il mit en place un système complet de retraite, accordant aux vétérans des terres ou de l'argent afin qu'ils n'aient pas à dépendre de généraux sans scrupules pour leur bien-être futur. Cet arrangement changea la donne. Les soldats, sachant qu'on s'occuperait d'eux après leur service, avaient moins de raisons de se ranger du côté d'un général arriviste cherchant à semer le trouble. Ils appréciaient également d'avoir un intérêt dans la prospérité de l'Empire, pourquoi se rebeller quand on a une pension financée par les dépouilles de Rome? Et s'ils conservaient un certain contrôle personnel sur ces légions, ils veillaient à ce que les choses ne paraissent pas trop centralisées. Les gouverneurs provinciaux lui rendaient souvent compte directement, mais la position officielle était qu'il travaillait en tandem avec le Sénat. Là encore, tout était une question d'apparence, Auguste exerçait un contrôle quasi absolu, mais il le présentait dans un style qui semblait coopératif. Son emprise sur les provinces se renforça également. Les gouverneurs qui se livraient à la corruption ou à la mauvaise gestion étaient rapidement remplacés.
Si une région frontalière montrait des signes d'agitation, il envoyait un subordonné compétent, voire s'y rendait lui-même pour évaluer la situation. Sa présence imposait le respect, après tout, c'était l'homme qui avait surpassé tous ses rivaux, de Sextus Pompée à Marc-Antoine. Il arrivait parfois dans les provinces accompagné d'une suite de commandants et d'administrateurs civils chevronnés, parfois accompagné de membres de sa famille préparés à de futurs rôles de direction. Ces tournées officielles ne visaient pas seulement à étouffer d'éventuelles rébellions, elles permettaient aussi aux élites locales de rencontrer et de saluer la maison impériale, tissant des liens personnels qui les rendaient plus enclins à se conformer aux ambitions de Rome. Certaines régions, comme l'Égypte, étaient pratiquement gérées comme le fief personnel d'Auguste. Après la chute de Cléopâtre, il n'était pas disposé à laisser des sénateurs ambitieux s'approcher de cette poule aux œufs d'or qu'était cette province. Il nomma donc des cavaliers, membres de la seconde aristocratie romaine, en gros de riches non-sénateurs, pour gouverner l'Égypte, veillant à ce que les richesses de cette terre fertile alimentent directement ses caisses et ne servent pas à alimenter des rivalités politiques. Cet arrangement marqua une nouvelle orientation de la gouvernance impériale, où les cavaliers commencèrent à gagner en influence. Auguste appréciait de disposer d'un vivier d'administrateurs loyaux qui lui devaient directement leur position plutôt qu'à une quelconque lignée aristocratique. Au fil du temps, cela ouvrit la voie à une approche davantage fondée sur le mérite pour les postes de haut niveau, même si elle restait fortement imprégnée de népotisme et de favoritisme lorsque cela lui convenait. La religion fut un autre domaine où Auguste exerça son influence. Il rétablit les sacerdoces traditionnels, ravivant d'anciens rituels tombés en désuétude. Il assuma le rôle de Pontifex Maximus, grand prêtre, dès que celui-ci lui fut accordé, assurant ainsi une dimension spirituelle à son leadership. Mais il ne s'en tint pas aux anciens dieux. Le culte de Divi Iulius, Jules César déifié, était un sujet de grande actualité, avec la construction de temples qui soulignaient la lignée divine revendiquée par Auguste. Si César était un dieu, alors Auguste, en tant que fils adoptif, était semi-divin, n'est-ce pas? C'était la ligne de pensée qu'il encourageait subtilement. Certes, il n'aurait jamais osé affirmer « Je suis un dieu vivant », ce qui aurait été un troisième rail politique à Rome, mais en promouvant le culte de César et en laissant chacun tirer ses propres conclusions, il avançait sur un terrain délicat qui le maintenait à l'écart des traditions romaines concernant le culte des mortels. D'un point de vue économique, le Principat naissant connut un essor commercial, facilité par la Pax Romana. Les flottes pirates ayant été en grande partie anéanties en Méditerranée grâce notamment aux campagnes précédentes de Pompée et aux mesures de répression ultérieures sous Auguste, les routes maritimes étaient plus sûres qu'elles ne l'avaient été depuis des siècles. Les marchandises voyageaient des quatre coins de l'Empire vers Rome, et de Rome vers l'extérieur, alimentant un sentiment d'interconnexion d'une ampleur inédite, voire d'un concept totalement nouveau. Les Romains fortunés recevaient leur part de produits de luxe exotiques, épices, soieries et pierres précieuses tandis que les marchands provinciaux trouvaient des débouchés florissants dans la capitale. Toute cette activité économique contribua à stabiliser l'assiette fiscale, qui finança à son tour les projets d'Auguste et les budgets militaires, toujours importants. Il encouragea également la fondation de colonies pour les anciens colons, non seulement en Italie, mais aussi dans toutes les provinces. Ces colonies étaient de véritables avant-postes de la culture romaine, langue latine, loi romaine, style architecturo-romain qui contribuaient tous à resserrer les liens au sein de l'Empire. Les tribus locales ou les cités-États qui s'entendaient bien avec Rome pouvaient être récompensés par les convoités, droits latins, ou, dans certains cas, par la pleine citoyenneté romaine. Ce processus pouvait prendre du temps, mais il s'agissait d'une brillante méthode pour romaniser de vastes étendues de territoire. En de nombreux endroits, la population locale adopta progressivement la mode, les codes juridiques et les modes de vie romains, créant un sentiment d'unité qui protégeait contre les rébellions. Cela dit, l'assimilation ne se fit pas toujours sans heurts. Chaque région avait des coutumes différentes, et certains s'irritaient de la présence rampante de la domination romaine. Mais dans l'ensemble, la stabilité et la prospérité sous Auguste rendirent cet arrangement suffisamment attrayant pour que les révoltes ouvertes soient plus rares qu'elles ne l'avaient été pendant l'expansion de la République par des guerres incessantes. Au milieu de ces transformations, Auguste gardait un œil attentif sur son entourage et la politique familiale. Il ne se faisait aucune illusion quant à son immortalité, et la question de savoir qui poursuivrait son héritage était un perpétuel casse-tête. Ses beaux-fils, Drusus et Tibère, étaient tous deux prometteurs comme commandants militaires. Drusus était populaire, charismatique, beau et général accompli mais il mourut jeune. Tibère, bien que moins adulé du public, était compétent et avait fait ses preuves lors de diverses campagnes. Il y avait aussi Agrippa, ami de longue date et bras droit d'Auguste, qui avait contribué à la conquête d'Actium. Auguste maria sa fille Julia à Agrippa,
espérant que leur progéniture hériterait un jour du trône. C'était un jeu de chaises musicales politique incessant, adopter celui-ci, marier celui-là, exiler celui qui dépassait les bornes. La cour impériale tout entière devint le théâtre de manœuvres, et si Auguste gardait la plupart de ses drames secrets, ils n'en eurent pas moins de réelles conséquences sur la transmission du pouvoir. Julia, sa fille, devint un point de tension particulier. Dès sa naissance, elle était un pion politique, mêlé à des mariages stratégiques qui allaient renforcer les espoirs dynastiques d'Auguste. Mais elle était aussi pleine de fougue et, selon les rumeurs anciennes, loin d'être un modèle de vertu. Lorsque les rumeurs sur ces liaisons devinrent trop fortes pour être ignorées, Auguste se sentit obligé de la bannir, un acte qui déchira ce qui restait de leur lien père-fille. Pour quelqu'un qui avait bâti sa réputation sur la réforme morale, laisser sa propre fille s'en tirer à bon compte en se livrant à des actes scandaleux était hors de question. Cette tragédie personnelle mit en lumière le calcul froid dont Auguste faisait preuve dans son règne. Personne, pas même sa famille, ne pouvait remettre en cause la légitimité morale qu'il avait tant travaillé à cultiver. Au fil des ans, Rome s'adapta à une domination unique. Le Sénat se réunissait toujours, les élections se déroulaient encore de manière rudimentaire, mais les véritables décisions étaient prises dans la sphère impériale. Les sénateurs désireux de conserver leur importance et leur influence savaient comment courtiser Auguste. Les cavaliers, historiquement éclipsés par la classe sénatoriale, trouvèrent de nouvelles opportunités dans l'appareil administratif de l'Empire. Une nouvelle dynamique de pouvoir commença à émerger, où le talent et la loyauté comptaient parfois plus que l'aristocratie. Cela ne signifie pas que la noblesse romaine séculaire fut mise de côté du jour au lendemain, mais on assista à une nette évolution vers une bureaucratie plus centralisée, sous la tutelle impériale. Sur le plan culturel, cette époque était marquée par un mélange unique de tradition et d'innovation. D'un côté, les valeurs romaines ancestrales discipline, frugalité, dévotion aux dieux étaient prônées dans la rhétorique officielle, et Auguste se posait en gardien de toutes ces vertus éprouvées. De l'autre, l'immensité de l'Empire imprégnait Rome d'influences venues d'Égypte, de Grèce, de Gaule, d'Hispanie, d'Asie mineure et d'ailleurs. Mode, culte religieux, habitudes culinaires. Rome devint un carrefour du monde antique, absorbant et réinterprétant un mélange de coutumes. La culture grecque demeura particulièrement influente, de nombreuses élites romaines engageant des précepteurs grecs pour leurs enfants et affichant leur connaissance de la philosophie et de la littérature grecque comme un signe de sophistication. Auguste ne s'opposa pas à ce brassage, il veilla simplement à ce qu'au cœur de l'identité romaine, le peuple reconnaisse un ensemble de valeurs et de pratiques qui légitiment son rôle de figure clé de l'Empire. À la fin de son règne, la santé d'Auguste devint un sujet de préoccupation. Il n'avait jamais été aussi robuste que certains de ses contemporains, soldats devenus politiciens, et le stress de diriger un empire ne devait pas être facile. Pourtant, il persévéra, se retirant souvent dans sa villa à la campagne ou dans des régions au climat plus doux pour se ressourcer. Gouverner était cependant trop crucial pour le laisser longtemps aux mains de quelqu'un d'autre. Tibère assuma davantage de responsabilités, notamment des campagnes militaires, et peu à peu, l'Empire s'habitua à l'idée que Tibère était le prochain sur la liste. Auguste prit soin d'orchestrer les apparences, Tibère reçut une part de son pouvoir tribunitien et fut souvent nommé co-dirigeant dans certaines provinces, ouvrant la voie à une transition sans ambiguïté. Lorsque le moment décisif arriva, Auguste mourut en 14 après. Jésus-Christ à Nola Rome était prête à accueillir Tibère. À ce moment-là, l'idée que l'autorité suprême reposait entre les mains d'un seul homme était si profondément ancrée qu'il n'y eut ni réaction violente majeure, ni vague d'assassinat, ni appel soudain au rétablissement complet du pouvoir républicain. Les funérailles d'Auguste furent grandioses, culminant avec sa proclamation officielle de Dieu, Divu Augustus, par le Sénat. La foule se rassembla, non pas pour célébrer la disparition d'un oppresseur, mais pour honorer l'homme qui leur avait apporté des décennies de paix, des améliorations des infrastructures et un sentiment de fierté romaine transcendant les anciennes frontières de la ville. Certes, il était parti, mais les structures qu'il avait édifiées subsistaient. Tibère n'était peut-être pas charismatique, mais il s'inscrivit dans un cadre établi qui lui permit de gouverner avec une relative aisance, du moins au début. De retour en province, la nouvelle de la mort d'Auguste fut probablement accueillie avec un mélange d'indifférence et de légère curiosité. La plupart des habitants des confins de l'Empire ne l'avaient jamais vu en personne, même s'ils avaient certainement vu son visage sur des pièces de monnaie ou entendu des récits sur ses exploits. Le nouvel empereur, Tibère, n'était pour eux qu'une figure de proue lointaine, certes, mais dotée du pouvoir de façonner leur avenir. Pendant ce temps, Rome se préparait à une ère nouvelle. Certains murmuraient que Tibère n'avait pas la touche d'or de son prédécesseur. D'autres,
notamment ceux qui avaient été brûlés par la législation morale d'Auguste ou ceux qui avaient été exilés ou censurés, se réjouissaient peut-être secrètement de ce nouveau départ. Mais la réalité imparable était que le système d'Auguste le Principat était désormais le cadre par défaut de la gouvernance romaine. Pour le meilleur ou pour le pire, il avait si bien institutionnalisé le pouvoir d'un seul homme que le retour à l'ancien modèle républicain dirigé par le Sénat semblait aussi probable que l'apparition d'ailes et de vols pour les poissons. Il est intéressant de réfléchir à l'empreinte psychologique qu'Auguste a laissée sur Rome. Il avait régné si longtemps, avec un tel mélange de magnanimité et d'intimidation, que beaucoup ne pouvaient imaginer un monde romain sans une seule main dirigeante. Il avait formé toute une génération d'administrateurs fidèles, des hommes convaincus de la stabilité et de la prospérité de l'Empire. Même les gens ordinaires, qui auraient pu se plaindre des impôts ou de la conscription, reconnaissaient que les guerres civiles avaient disparu, que le banditisme avait diminué et que les routes étaient plus sûres pour le commerce. Auguste avait martelé le message que l'unité et un leadership fort étaient l'antidote au chaos. Lorsqu'il quitta ce monde mortel, cette idée était déjà ancrée dans la conscience collective romaine. Son héritage est complexe et complexe. D'un côté, il a pratiquement mis fin à la République, un système qui avait existé pendant près de 5 siècles et avait donné naissance à des légendes comme Scipion l'Africain et Caton l'Ancien. Mais la République s'était aussi autodétruite, minée par des conflits internes, des luttes de classe et des prises de pouvoir. Auguste a comblé ce vide politique et a réussi non seulement à prendre le contrôle, mais aussi à le maintenir, offrant à Rome une pause bien nécessaire dans ses incessantes guerres intestines. Si Jules César avait enfoncé la porte des normes républicaines, Auguste, lui, a tranquillement traversé les décombres et posé un nouveau revêtement de sol, de nouveaux murs et un nouveau toit. La nouvelle maison n'a peut-être pas plu à tout le monde, mais elle était solide et protégée de la pluie. Ce mélange de contrôle autoritaire et de véritables compétences en gouvernance fait d'Auguste un personnage qui continue de fasciner les chercheurs comme les passionnés d'histoire. C'était un propagandiste hors pair, un stratège impitoyable et un homme d'État visionnaire, tout à la fois. Sa vie personnelle fut marquée par les chagrins et les trahisons, il exila sa fille, perdit ses petits-fils sur lesquels il avait placé tous ses espoirs et remania sans cesse ses plans de succession pour s'adapter à de nouvelles tragédies. Pourtant, malgré ses revers, il ne relâcha jamais son emprise sur la barre de l'État. Il resta inébranlable, voire chaleureux, et dégagea un calme imperturbable. Par un étrange retournement de situation, plus il réussissait à consolider son pouvoir, plus il devait faire semblant de ne pas le consolider réellement. Tel était le paradoxe central du Principat, un gouvernement bâti autour de la domination d'un seul dirigeant, présenté comme une république restaurée. Les Romains savaient que l'ancien style politique, avec ses élections chaotiques, ses alliances et ses trahisons étaient effectivement neutralisés, mais ils acceptèrent, tant le compromis était séduisant. Au lieu de nouvelles guerres civiles, ils obtinrent une paix relative. Au lieu de se préparer à une nouvelle vague de proscription, ils obtinrent une continuité administrative. Au lieu de dirigeants qui s'élevaient et tombaient en quelques mois, ils obtinrent des décennies de gouvernance stable sous la direction d'un seul homme. Avec du recul et une vision d'ensemble, le règne d'Auguste a servi de modèle à des siècles d'empereurs romains. Certains ont tenté de reproduire son numéro d'équilibriste comme Trajan ou Adrien tandis que d'autres ont laissé libre cours à leur ego démesuré, transformant la tyrannie en spectacle comme Caligula ou Néron. Mais tous ont agi dans le cadre créé par Auguste. L'Empire n'était plus un terrain de jeu pour généraux rivaux et factions politiques, c'était une scène sur laquelle l'empereur se produisait, parfois avec brio, parfois avec désastre, mais toujours en partant du principe que le règne d'un seul homme était normal. Au final, le nom d'Auguste devint quasiment synonyme de l'empire qu'il façonna. Même à l'époque moderne, lorsqu'on parle d'Auguste, on évoque généralement un âge d'or, une période d'art florissant, de gouvernance stable et de réalisation monumentale. Bien sûr, il s'agit d'une perspective romancée, purifiée par des siècles d'admiration. Si nous pouvions remonter le temps et demander à un Gaulois ce qu'il pensait de l'occupation romaine, ou coincer un aristocrate romain dont les biens furent confisqués pour des réformes agraires, nous entendrions peut-être une autre histoire. Mais l'héritage d'Auguste est indéniable. Il fut celui qui vit un empire en plein chaos et forgea un nouvel ordre, une expérience qui allait se répercuter en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient pendant des siècles. Alors même qu'Auguste s'affirmait dans la mémoire collective romaine, un courant de changement plus profond traversait l'empire qu'il avait façonné. Le Principat n'était pas seulement un système de gouvernance, c'était un bouleversement culturel complet, qui remodelait la perception du pouvoir, des traditions et de l'identité. Dans toutes les provinces, une génération émergeait, qui n'avait jamais connu l'ancienne République, n'avait jamais été marquée par les guerres civiles et tenait donc le pouvoir impérial pour acquis.
Cette transformation psychologique constitue peut-être l'aspect le plus significatif de l'héritage d'Auguste, l'acceptation interne que Rome n'appartenait pas au Sénat, ni au peuple au sens purement républicain, mais à l'homme qui en était le centre et, par extension, à ses successeurs choisis. Cette transformation se reflétait dans tous les domaines, de la monnaie à l'architecture. Que vous soyez marchand à Antioche, agriculteur en Gaule ou soldat stationné près du Rhin, vous étiez quotidiennement en contact avec les symboles de l'autorité de l'empereur. Vous voyiez son visage sur les pièces de monnaie. Vous empruntiez les routes et les ponts financés sous son régime. Vous entendiez parler de décrets provenant de la capitale, délivrés par des fonctionnaires directement subordonnés à Auguste ou à ses mandataires. Progressivement, cela tissa un vaste tissu d'expériences partagées, où la loyauté envers l'empereur devint le ciment de l'empire multiethnique. Certes, les coutumes, les langues et les querelles locales subsistèrent, mais le sentiment général d'un seul grand chef au sommet, père de la patrie, pour ainsi dire, offrait un cadre stable que beaucoup trouvaient rassurant après des générations de coups de fouet politiques. Auguste lui-même était parfaitement conscient de la diversité culturelle de l'Empire. Il cherchait rarement à imposer l'uniformité à tous, tant que les impôts étaient payés à temps et que personne n'avait d'idée farfelue de révolte armée. Il mettait en avant les vertus romaines dans les provinces centrales, notamment en Italie, mais laissait également les provinces orientales perpétuer leurs propres traditions, notamment le culte des dieux locaux et la fusion de la culture hellénistique avec ce qu'elles avaient hérité des empires plus anciens. L'essentiel était que ces régions reconnaissaient la suzeraineté romaine et, bien sûr, l'autorité suprême d'Auguste au sommet de cette hiérarchie. Chaque fois qu'un dirigeant local ou un chef de tribu dépassait le cadre, Auguste ou ses gouverneurs intervenaient avec force, ou par des négociations judicieuses qui les ramenaient sous l'égide romaine. En ce sens, le principat était flexible sans pour autant perdre son principe fondamental, le pouvoir ultime résidait dans une seule personne, bénéficiant à la fois de l'aval symbolique du Sénat et de la force bien réelle des légions. On pourrait dire qu'Auguste était un des relations publiques. Il parvenait à convaincre les gens que la République avait été restaurée, alors même qu'il se trouvait au sommet d'une structure de commandement centralisée. Cela exigeait un équilibre entre tradition et innovation. L'élite romaine, issue des patriciens et des riches familles plébéiennes, était un peuple fier qui refusait de ramper au pied d'un monarque. Auguste les comblait donc d'honneur, les laissait présider les cérémonies et s'exprimer au Sénat comme si leur opinion comptait vraiment. Mais il conservait également un contrôle en coulisses sur les nominations, les budgets et la législation. Si un sénateur prenait son parti, il pouvait se voir écarté d'un poste crucial ou discrètement mis à l'écart sous divers prétextes polis. En revanche, ceux qui respectaient le jeu en tiraient les fruits, titres prestigieux, affectations provinciales lucratives et possibilité d'épouser ou du moins de s'aligner sur le cercle familial des Juliens. Pour le citoyen moyen de Rome, la vie quotidienne commença à s'améliorer de manière tangible. La distribution gratuite de céréales, commencée sous la République, se poursuivit sous Auguste, permettant aux pauvres des villes de survivre même en période de disette. Des spectacles publics, jeux de gladiateurs, représentations théâtrales, courses de chars étaient régulièrement organisées, en partie pour divertir les gens et en partie pour renforcer la prospérité de l'Empire. Auguste comprenait mieux que quiconque le pouvoir du spectacle. Une population satisfaite était moins susceptible de faire des vagues, et les fêtes publiques offraient l'occasion de célébrer la générosité impériale. Au fil du temps, ces événements prirent un caractère quasi mythique, comme si les dieux eux-mêmes sanctionnaient chaque célébration glorieuse sous la surveillance d'Auguste. Même s'il ne s'agissait que d'une campagne de marketing sous une toge élégante, le résultat était impeccable. En dehors de Rome, dans les villes de province, les gouverneurs finançaient les jeux locaux et construisaient des amphithéâtres, attribuant souvent à Auguste le mérite d'avoir rendu tout cela possible. La stabilité retrouvée de l'Empire sécurisait les commerçants pour le transport de marchandises le long des routes romaines, et les artisans locaux trouvaient facilement des débouchés parmi les soldats, les fonctionnaires et autres marchands de passage. Aubergistes, commerçants, forgerons et agriculteurs bénéficiaient d'une prévisibilité économique qui avait fait défaut à l'époque des campagnes militaires quasi incessantes entre les rivaux romains. Bien sûr, les impôts pouvaient être lourds, et les élites locales étaient censées financer les travaux publics, mais beaucoup considéraient que c'était un juste prix à payer pour appartenir à un empire offrant prestige, relations commerciales et un puissant moyen de dissuasion contre les menaces extérieures comme les tribus germaniques ou orientales. Sur le plan culturel, cette dynamique de melting pot eut des effets secondaires inattendus. Les habitants des provinces adoptèrent des noms de famille romains et revendiquèrent parfois même des liens familiaux lointains avec des aristocrates romains. En retour, les Romains fortunés développèrent un goût pour le luxe étranger, épices exotiques d'Arabie, tissus raffinés d'Asie mineure et verreries d'Égypte. La vie intellectuelle était également mêlée.
Les philosophies stoïciennes et épicuriennes, d'origine grecque, circulaient dans les cercles romains parallèlement aux traditions locales. Les jeunes Romains étudiaient la rhétorique et la philosophie avec des précepteurs grecs, considérant la maîtrise de la langue et de la pensée grecque comme un signe de sophistication. Elle, époque d'Auguste, devint synonyme d'un certain esprit cosmopolite, alliant le sens pratique romain robuste à la grâce hellénistique raffinée. Malgré cette ambiance cosmopolite, des tensions couvaient dans certaines zones frontalières. L'Empire était immense, et toutes les régions n'étaient pas également séduites par le grand projet de Rome. Des rébellions éclataient ici et là, certaines étaient rapidement réprimées, d'autres demandaient un peu plus d'efforts. Des légions de vétérans pouvaient être déplacées au besoin pour répondre au soulèvement, ce qui démontrait aussi concrètement qu'il était mal avisé de s'attaquer au domaine de l'empereur. Auguste lui-même s'offusquait personnellement si une partie de l'Empire devenait indisciplinée. Il considérait la stabilité à la fois comme son devoir sacré et sa garantie politique. Un empire stable était son meilleur argument pour justifier la nécessité du principat, voyez comme tout est ordonné. Voyez comme vos impôts financent efficacement les routes, les aqueducs et la sécurité. Pourquoi risqueriez-vous cela en revenant aux vieilles habitudes d'interminables querelles sénatoriales? Il surveillait également les frontières de l'Empire. En Afrique du Nord, les légions surveillaient les nomades du désert et s'efforçaient de maintenir des routes commerciales rentables, notamment pour les céréales et les produits exotiques. En Orient, les royaumes clients servaient de tampon contre la Parthie, principale puissance rivale de Rome, et Auguste déploya une énergie diplomatique considérable pour s'assurer que ces États tampons restent amicaux, ou du moins neutres. À l'ouest Espagne, Gaule et Rhénanie, Rome établit des camps militaires permanents qui devinrent au fil du temps des colonies prospères. L'héritage de ces avant-postes est encore visible aujourd'hui dans les vestiges archéologiques de routes, de remparts et de forteresses disséminées à travers l'Europe. Pendant ce temps, Auguste surveillait de près la propagande culturelle. Il favorisait la littérature qui exaltait les réalisations de l'Empire et présentait Rome comme un modèle de civilisation. Le poète Ovide, initialement bien accueilli, finit par être exilé pour des raisons qui suscitent encore le débat parmi les spécialistes. Était-ce sa poésie osée, ou avait-il frôlé un scandale impérial? Quoi qu'il en soit, Auguste démontra que le monde culturel n'était pas à l'abri de son influence. Dépasser certaines limites ou être perçu comme portant atteinte à l'ordre moral et politique qu'il construisait pouvait s'avérer inaccessible au cœur même de l'Empire. Ce message résonnait clairement parmi les artistes et les écrivains, qui choisissaient généralement de suivre le mouvement ou, du moins, de ne pas provoquer le mécontentement de l'empereur. Cet ordre moral cultivé était un enjeu majeur pour Auguste. Il avait instauré une législation sur le mariage, le divorce et l'adultère, tentant de raviver ce qu'il considérait comme les anciens idéaux romains de vertu familiale et de fidélité. Il offrait des incitations à la procréation ou à allègements fiscaux, certains privilèges tout en imposant des sanctions à ceux qui restaient célibataires ou sans enfants au-delà d'un certain âge. Dans une société ravagée par les guerres civiles, la croissance démographique était une préoccupation pratique, mais elle alimentait également le discours d'Auguste sur la restauration morale. Pour lui, un empire fort reposait sur des familles solides, du moins en théorie. La réalité, bien sûr, était plus complexe. Les aristocrates se mariaient pour le pouvoir, non par amour, et l'adultère n'était pas rare. Mais, au moins en public, chacun devait faire semblant de respecter les normes sous peine de représailles. Quant aux classes populaires, elles continuaient pour l'essentiel comme avant, sauf qu'elles vivaient désormais sous le joug de ces édits moraux généraux, parfois appliqués avec plus de zèle parmi les élites que parmi la population. Tout cela, la gouvernance, la fusion culturelle, la législation morale étaient régulièrement mis à l'épreuve par des crises naturelles ou d'origine humaine. Les inondations le long du Tibre pouvaient dévaster des quartiers de Rome, provoquant des famines si les livraisons de céréales étaient retardées. Des épidémies pouvaient ravager Rome, sapant ce sentiment de stabilité. Même l'empire le mieux géré ne pouvait échapper aux caprices de la nature. Pourtant, chaque crise était une nouvelle occasion pour Auguste de faire étalage de son leadership, distribuer des rations d'urgence, ordonner des réparations et afficher cette bienveillance paternelle qui était devenue sa marque de fabrique. Aux yeux du public, il y avait toujours une personne orchestrant la solution et cette personne, comme par hasard, était l'empereur. Se posa ensuite la question de la gestion de l'héritage idéologique de Jules César, encore vénéré lors des cérémonies cultuelles sous le nom de Divus Iulius. Auguste encouragea ce culte sans jamais laisser l'image de César éclipser la sienne. Le récit resta fidèle à son objectif, Jules César était le grand fondateur, tragiquement frappé, mais c'est Auguste qui réalisa sa vision et instaura une ère de paix véritable. Cet équilibre était délicat. Il avait besoin de la déification de César pour renforcer son propre lien avec le divin,
mais pas au point que le sort de César ne soit perçu comme un plan potentiel pour assassiner un souverain trop ambitieux. Auguste fit face à cette menace en contrôlant les flux de pouvoir, d'argent et d'influence, rendant risqué pour tout sénateur ou général d'envisager un complot. Si les conspirations n'étaient pas rares, aucune ne prit suffisamment d'ampleur pour constituer une menace sérieuse, du moins tant qu'Auguste était encore alerte et compétent. Son entourage n'était cependant pas exempt de drames. La lutte pour la succession qui occuperait la première place après Auguste pesait lourd. Agrippa mourut plus tôt que prévu, Drusus mourut jeune, et Tibère resta le principal prétendant, malgré son caractère aigri. Auguste adopta Tibère et le propulsa vers la notoriété, faisant de lui un partenaire du pouvoir tribunitien, signe pour l'empire de la légitimité de Tibère. Mais Tibère n'était pas le genre de charmeur à susciter l'adoration universelle. C'était plutôt un personnage stoïque et sombre, apprécié de l'armée pour sa compétence, mais qui ne conquit jamais les cœurs comme Auguste. Auguste espérait toujours l'émergence d'un héritier idéal ou peut-être issu de la jeune génération, mais le destin, comme toujours, en avait décidé autrement. Ses petits-fils Gaius et Lucius César, par exemple, moururent prématurément, ce qui scella la prééminence de Tibère. À l'approche de la fin d'Auguste, l'Empire s'était résigné à l'idée que Tibère serait le prochain. Certains ont peut-être protesté en privé, mais le système bâti par Auguste était suffisamment solide pour supporter de tels changements de personnalité au sommet. Lorsqu'Auguste rendit enfin son dernier souffle en 14 après Jésus-Christ, ce fut un moment symbolique majeur. L'Empire s'était développé sous sa protection. D'innombrables individus n'avaient jamais connu d'autres dirigeants. Le Sénat, dans une démonstration de flagornerie devenue alors routinière, vota son élévation au rang de dieu Divus Augustus, préparant ainsi le terrain pour le culte impérial qui allait être un pilier de l'unité romaine au cours des siècles suivants. Tibère, en montant sur le trône, manifesta publiquement sa réticence. « Oh, je ne suis pas sûr d'être apte à gouverner », déclara-t-il au Sénat, tandis qu'en coulisses, il se préparait méticuleusement à combler le vide. Personne n'était dupe, mais c'était ainsi que le jeu se jouait. On agissait comme si l'on acceptait le pouvoir par devoir, et non par désir. C'était précisément le scénario qu'Auguste avait perfectionné, ne jamais paraître trop ouvertement vouloir exercer son pouvoir. À plus long terme, l'ère d'Auguste serait considérée comme un tournant. Des historiens comme Tacite jetteraient un regard critique sur le vernis moral et constateraient la perte progressive de liberté individuelle, tout en reconnaissant la stabilité qu'elle apportait. D'autres, comme Suétone, recueilleraient des anecdotes scandaleuses sur la famille impériale, les mêlant aux documents officiels pour former une mosaïque de ragots qui nous fascine encore aujourd'hui. Et puis il y avait les successeurs impériaux eux-mêmes, certains tentant d'imiter l'approche prudente d'Auguste, tandis que d'autres se complaisaient dans des méthodes de gouvernement plus extravagantes, voire destructrices. Mais quels que soient leurs écarts, leur référence était toujours le principat d'Auguste. Les empereurs qui maintenaient l'équilibre des pouvoirs et la paix, comme Trajan ou Marc Aurèle, étaient salués comme « bons », car ils semblaient marcher dans les pas d'Auguste. Les empereurs qui déraillaient, comme Caligula ou Néron, étaient considérés comme « mauvais », car ils brisaient la façade de la coopération avec le Sénat et le peuple, une notion qu'Auguste avait toujours défendue. Cette dichotomie illustre la force de son exemple, l'image même de l'empereur romain fut forgée à son image. Aujourd'hui encore, le mot « Auguste » désigne digne ou vénérable, un clin d'œil linguistique à la façon dont Auguste se présentait comme l'incarnation de la vertu. Et cette affirmation n'était pas fortuite, il comprenait le pouvoir de nommer, le pouvoir du symbolisme. En revendiquant des titres comme princeps, premier citoyen, et pater patriae, père de la patrie, en s'alignant sur les traditions mythiques de Rome, en refondant la cité avec du marbre et des statues, il s'est inscrit dans l'imaginaire du monde romain. Ce qui n'était au départ qu'un adolescent parvenu profitant de l'assassinat de Jules César était devenu un homme d'État si colossal que, des siècles plus tard, les historiens se demandaient encore s'il fallait le qualifier de sauveur de Rome ou de despote rusé. En réalité, il était les deux, un bâtisseur d'empire qui défendait simultanément les idéaux romains et les transformait en une nouvelle forme. Sans lui, l'empire aurait pu se diviser en guerres civiles incessantes, ou bien retomber dans une forme encore plus faible de régime oligarchique. Avec lui, Rome a trouvé la paix qu'elle prétendait désirer, au prix d'un abandon des anciennes libertés républicaines. La question de savoir si cet échange de liberté contre stabilité était équitable allait résonner dans la conscience romaine pendant des générations, et c'est sans doute une question à laquelle les sociétés sont encore confrontées sous diverses formes aujourd'hui. En fin de compte, comprendre Auguste, c'est saisir le pouvoir brut et sans filtre de la politique à une époque de transformation. Il prit les cendres d'une république agonisante, les modela en quelque chose de familier et de radical,
puis convainquit le monde entier qu'elles avaient participé à une transition harmonieuse et inévitable depuis le début. Et peut-être, d'une certaine manière, était-ce inévitable, vu l'état d'esprit de Rome meurtri par les conflits civils, une main unique était-elle la seule solution immédiate? Mais c'est l'habileté, la finesse et la détermination d'Auguste qui permirent à cette transformation d'arriver si rapidement et si définitivement. À la fin de sa vie, la République, autrefois fière de son pouvoir collectif, avait effectivement consacré une lignée impériale, avec les honneurs divins. C'est l'une des raisons pour lesquelles il demeure un objet de fascination, il jette un pont entre l'ancien et le nouveau monde, entre l'ère de la compétition sénatoriale et celle de l'Empire à part entière. Son histoire est celle du basculement de Rome, d'une cité-État divisée au territoire démesuré à une puissance consolidée qui allait projeter sa puissance et sa culture sur 3 continents. Certes, les empereurs ultérieurs ont peaufiné le système, mais ils ont tous hérité de l'échafaudage érigé par Auguste. Et cet échafaudage fait d'autorité institutionnalisée, de frontières militarisées, d'assimilation culturelle et d'une représentation mythique de soi allait tenir bon pendant des siècles, fléchissant parfois, mais rarement rompant complètement. Si vous imaginez Auguste vers la fin de son règne, contemplant Rome depuis le luxueux poste d'observation de sa résidence palatine, vous verriez peut-être un homme à la fois profondément satisfait de ses réalisations et perpétuellement prudent, conscient que les germes de la perturbation étaient toujours là, quelque part. Il avait orchestré le plus grand coup de force de l'histoire romaine sans jamais apparaître comme un tyran à visage découvert. Mais le pouvoir engendre l'envie, et la stabilité peut engendrer la complaisance. Il a peut-être ressenti une pointe de fierté en voyant la ville bourdonner de vie, les rues grouillant de commerce, le Sénat obéissant poliment à ses ordres et les flammes du temple brûler en l'honneur de l'esprit déifié de son père adoptif. Pourtant, il devait aussi savoir que tous les régimes, aussi monumentaux soient-ils, reposent sur les sables mouvants de l'ambition humaine. Pourtant, il avait accompli l'impossible, il avait déjoué tous ses concurrents, mis fin à un siècle de guerre civile et s'était rendu indispensable au monde romain. Si indispensable, en fait, qu'à sa mort, on n'entendait presque plus parler de retour aux anciennes coutumes. Par les dieux, quel héritage formidable, surtout pour un homme autrefois considéré comme le simple protégé adolescent de César. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut s'empêcher d'admirer le génie stratégique qu'il a propulsé d'une simple note de bas de page dans le testament de César au sommet de la grandeur impériale. Pour Rome et pour l'histoire en général, le règne d'Auguste marquerait le moment où une république ambitieuse deviendrait véritablement un empire, uni sous la bannière d'un homme qui se disait premier parmi ses pairs, mais qui, en réalité, les surpassait tous. En repensant à la vie et à l'époque d'Auguste, on imagine aisément la fin de l'histoire avec les funérailles solennelles, le décret de déification du Sénat et l'arrivée en douceur de Tibère aux commandes. Mais les répercussions du règne d'Auguste se sont poursuivies bien après son départ. Dans les décennies qui ont suivi, les peuples de tout l'Empire se sont retrouvés dans un monde qu'Auguste avait remodelé presque à lui seul, un monde où l'idée du règne d'un seul homme est passée du tabou qui a valu l'assassinat de César à un élément incontournable de la vie romaine. Les soldats aux frontières hissaient encore l'aigle et saluaient le nom de l'empereur, les marchands empruntant les routes romaines s'émerveillaient encore de la relative sécurité par rapport à l'époque, et les chefs provinciaux continuaient de s'attirer les faveurs des hommes qui avaient hérité de ce puissant modèle augustéen. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il fallait admettre que cet homme avait du style pour réorganiser un empire. Malgré tous ses discours sur un renouveau moral, les rumeurs concernant la famille impériale ne s'éteignirent pas avec lui. On se souvenait de l'exil de Julia, des mariages chaotiques et des luttes de succession acharnées. Tibère, qui avait passé des années dans l'ombre de son beau-père, avait de grandes responsabilités à assumer, mais il lui manquait le talent d'Auguste pour peaufiner le système. Il maintenait l'Empire uni, certes, mais il n'avait pas le même sens des relations publiques. Si Auguste avait marché sur la corde raide avec une aisance éprouvée, Tibère le faisait avec un air renfrogné permanent. Au fil du temps, cette différence de style rendit nostalgique les « bons vieux jours » du règne augustéen, ou du moins l'image soigneusement entretenue de celui-ci. Les historiens ultérieurs se nourrirent de cette nostalgie, dépeignant Auguste comme un personnage presque bienveillant, comparé à certains souverains paranoïaques ou carrément vicieux qui suivirent la lignée julio-claudienne. Plus profondément, la mémoire d'Auguste se divisait en plusieurs strates. Il y avait le culte officiel du divus Augustus, approuvé par Tibère et les empereurs suivants, certains avec ferveur, d'autres à contre-séhure. Les prêtres entretenaient des autels dédiés aux fondateurs déifiés, des rituels étaient célébrés lors des anniversaires clés, et chaque nouvelle génération de Romains apprenait qu'un personnage légendaire avait autrefois sauvé l'Empire du bord de la ruine et l'avait couronné de gloire de marbre. À un autre niveau, les intellectuels, surtout à l'époque d'hommes comme Tacite, commencèrent à décortiquer la réalité derrière le mythe,
soulignant les manipulations et les politiques impitoyables qui avaient accompagné la prétendue « restauration » de la République par Auguste. Mais rares étaient ceux qui pouvaient nier que le résultat final paix politique, architecture impressionnante, appareil militaire cohérent avait apporté une stabilité rare dans la mémoire romaine. Parmi les gens du peuple, les histoires d'Auguste se transmettaient dans un registre plus populaire, comment il traitait la ville pendant les famines, comment il organisait des jeux élaborés, comment il prenait soi-disant soin du peuple comme un père prend soin de ses enfants. Ces histoires étaient peut-être édulcorées ou confondues avec des légendes locales, mais elles soulignaient une vérité essentielle, Auguste avait reconnu le pouvoir de l'opinion publique. En distribuant de la nourriture pendant les disettes, en construisant des installations comme des thermes et des aqueducs, et en organisant des fêtes qui éblouissaient le public, il avait consolidé le sentiment qu'il était plus qu'un simple souverain distant, il était la figure paternelle au cœur de l'identité romaine. Dans les provinces, les aristocrates locaux qui avaient bénéficié de privilèges et de titres sous Auguste enseignaient à leurs enfants à le vénérer. Ils parcouraient les forums où étaient exposées des statues de l'empereur, lisaient des inscriptions louant ses hauts faits et répétaient la déclaration officielle selon laquelle il les avait délivrés du chaos de la guerre civile. Pour beaucoup de ces provinciaux, l'ancienne République n'était qu'un lointain souvenir, s'ils en avaient jamais entendu parler. Pour eux, Auguste était le symbole d'une Rome nouvelle et unifiée, une Rome qui s'étendait bien au-delà des frontières de l'Italie, reliée par les langues de la gouvernance et du commerce, par des routes et des voies maritimes qui facilitaient les voyages et le commerce comme jamais auparavant. S'il s'irritait des impôts romains ou d'un gouverneur parfois autoritaire, au moins n'était-il pas pris dans des conflits locaux mineurs qui tournaient au sang à chaque saison. La Pax Romana était une réalité pour beaucoup, même si elle était imposée avec force. Au-delà du récit officiel, la dimension personnelle d'Auguste continuait d'intriguer. Membres de sa famille, confidents et esclaves ayant servi dans la maison impériale partageaient leurs souvenirs de lui en privé, avait-il un tempérament vif, un sens de l'humour sournois, un faible pour certains luxe malgré ses prêches de modération? Parce qu'il avait vécu si publiquement, on pensait le connaître, mais en réalité, il avait soigné son image avec tant de soin que le véritable Auguste se cachait souvent derrière de multiples strates de propagande. Parfois, des rumeurs circulaient comme celle selon laquelle il aurait orchestré certains mariages pour des raisons purement politiques ou comment il aurait géré la dissidence parmi ses plus proches collaborateurs, mais ces rumeurs restaient généralement éclipsées par la version officielle qui le présentait comme le protecteur bienveillant de Rome. Bien sûr, avec le temps, l'Empire allait voir défiler de nouveaux empereurs, certains moins impressionnants, d'autres carrément tyranniques, et une poignée tout à fait compétente. La norme pour un « bon empereur » était de suivre scrupuleusement le programme d'Auguste, satisfaire l'armée, contrôler les provinces et éviter les excès et les insultes flagrantes envers le Sénat. À mesure que la dynastie julio-claudienne cédait la place aux Flaviens, puis aux Antonins, le principat originel forgé par Auguste évolua et se consolida, développant de nouvelles strates de bureaucratie et de tradition. Le terme « César » devint un titre pour tous les empereurs, et pas seulement ceux d'ascendance augustéenne, illustrant à quel point Auguste et César étaient profondément ancrés dans l'ADN du pouvoir impérial. De temps à autre, un nouveau souverain tentait de retrouver l'esprit de la vertu augustéenne, proclamant un nouvel âge d'or ou ordonnant de nouveaux projets de construction rivalisant avec la transformation initiale du marbre. Mais il était difficile d'égaler la première vague d'enthousiasme et de soulagement qui avait accueilli la consolidation du pouvoir d'Auguste. À son époque, on craignait sincèrement un cycle interminable de guerre civile, et sa réussite à enrayer ce cycle tenait presque du miracle. Les empereurs suivants n'ont pas été confrontés à la même crise existentielle que celle d'une république éclatée, leur réalisation, même substantielle, manquait donc de ce sentiment crucial d'avoir sauvé Rome d'elle-même. On pouvait les louer pour leurs expansions ou leurs réformes, mais on leur reconnaissait rarement la renaissance d'un système politique entier comme Auguste l'avait fait. Parallèlement, sur le plan culturel, l'époque augustéenne devint synonyme d'excellence littéraire, une référence que les étudiants en rhétorique et en poésie référenceront pendant des siècles. Des noms comme Virgile, Horace et Ovide perdurèrent, tout comme les images majestueuses de l'épanouissement architectural de Rome, temples, basiliques, arches et théâtres, tous liés au mécénat de l'empereur. Même si l'empire changeait de main, se rétrécissait dans certaines régions et s'étendait dans d'autres, la scène artistique continua de se référer à l'époque augustéenne comme référence, une ère lumineuse de synergie entre pouvoir politique et création. Cette synergie s'estompa au gré du tempérament et du talent des empereurs suivants, mais elle ne disparut jamais complètement. Longtemps après la scission de l'Empire en deux moitiés, orientale et occidentale, et même après la chute de l'Empire romain d'Occident face aux envahisseurs germaniques au VE siècle de notre ère, le spectre d'Auguste persistait comme une promesse à moitié oubliée. Les souverains médiévaux qui revendiquaient un lien avec Rome comme les empereurs du Saint-Empire romain germanique se paraient d'une manière rappelant l'iconographie impériale.
Eux aussi faisaient circuler des pièces de monnaie à leur effigie, érigeaient de somptueux palais et tentaient parfois de justifier leur pouvoir en faisant référence à cette conception romaine antique de l'autorité, héritée de la lignée d'Auguste et de Constantin. Bien que séparés par des siècles et profondément différents culturellement, ils reconnaissaient la puissante résonance du nom d'Auguste. Même dans la chrétienté orientale, où l'on utilisait le terme grec, basileux, l'idée d'un empereur divinement sanctionné remontait en partie à la tradition augustéenne qui liait l'autorité impériale à une sanction religieuse ou quasi-religieuse. Pour les érudits et les penseurs de la Renaissance ou une époque qui dévorait les textes classiques et l'histoire avec un enthousiasme dévorant, Auguste était une figure centrale du débat entre monarchie et république. Était-il un héros ayant sauvé Rome, ou un manipulateur rusé ayant étranglé un système autrefois libre? Les arguments circulaient entre des personnalités comme Machiavel, qui admirait le sens politique d'Auguste, mais remarquait aussi l'ironie du fait que la prétendue restauration de la République marquait en réalité sa fin. Les artistes de la Renaissance, peignant des fresques et sculptant des bustes, redécouvraient les images canoniques d'Auguste, homme d'État idéal, celui qui avait ramené l'ordre du chaos. Ce récit puissant s'accordait parfaitement avec la fascination de l'époque pour le renouveau du savoir et de l'esthétique classique. À ce stade, la dimension religieuse de sa déification avait depuis longtemps disparu, mais la dimension symbolique du pouvoir absolu exprimé dans le langage de la vertu civique était plus convaincante que jamais. À l'époque moderne, Auguste continue de faire l'objet de débats universitaires. Certains historiens le voient comme le génie suprême de la rille politique, un visionnaire qui a façonné des institutions qui ont duré plus longtemps que n'importe quelle structure purement républicaine. D'autres préfèrent souligner la brutalité de ses premiers jeux de pouvoir, les proscriptions, les mariages forcés, les manipulations et les exils qui ont ouvert la voie à son destin. D'autres encore l'abordent sous un angle culturel, voyant comment son mécénat a donné naissance à l'une des périodes les plus riches de la littérature latine et comment ses programmes de construction ont transformé Rome en une merveille urbaine. Selon l'angle sous lequel on l'aborde, Auguste peut apparaître comme un défenseur des idéaux romains ou comme l'architecte opportuniste de l'autocratie. En réalité, il était les deux, et c'est peut-être pour cela qu'il continue de fasciner, la contradiction est ancrée dans toute son histoire. Si l'on devait évoquer une seule image pour incarner Auguste, ce serait peut-être sa célèbre statue dans la pose de prima porta, le bras levé en signe de commandement ou d'oraison, la poitrine ornée d'une cuirasse représentant des scènes mythiques et historiques, le visage serein et serein. Cette statue est plus que du marbre, c'est un manifeste de la façon dont Auguste souhaitait qu'on se souvienne de lui, guerrier et serein, chef de droit divin, porte-parole de la destinée romaine, et simultanément, père, bienveillant pour son peuple. Nous ignorons à quel point cette représentation idéalisée correspondait à l'homme réel qui avait surmonté tant de périls pour dominer le monde romain. Mais elle nous révèle ce qu'il souhaitait laisser derrière lui: je suis Auguste, le porteur de paix, l'héritier vivant des dieux, le gardien de la vertu romaine. Et c'est peut-être là la clé de sa personnalité, il comprenait l'importance du symbolisme comme peu de gens avant lui. Il exploita tous les outils littérature, architecture, rituels religieux, monnaie, réorganisation bureaucratique, législation morale et, bien sûr, la force militaire brute pour créer un environnement où la seule voie possible vers l'ordre passait par lui. Ce faisant, il ne se contenta pas de répondre aux exigences de l'histoire, il l'écrivit, réécrivant l'histoire de Rome de l'intérieur. Ce fut un pari colossal qui s'avéra spectaculaire de son vivant. Et pendant des siècles, les hommes qui tentèrent de commander Rome ou de revendiquer son trône se retrouvèrent confrontés à l'ombre imposante d'Auguste, l'homme qui mit discrètement fin à une époque tout en prétendant la préserver, et qui en façonna une nouvelle, marquée de son empreinte indélébile. Les siècles ont passé, et nous continuons à parler de lui, à nous interroger sur lui et à le transformer au gré des leçons que nous cherchons à en tirer sur la gouvernance, le pouvoir et l'ambition. Il demeure incontournable l'un des grands exemples de l'histoire montrant comment on peut manipuler un système en ruine si efficacement qu'on en oublie ce qui l'a précédé. Que l'on y croit pour le meilleur ou pour une subtile tragédie, la puissance de son histoire est indéniable. C'était un empereur qui n'a jamais porté de couronne, un destructeur de la République qui s'est proclamé son rédempteur, un dirigeant d'une main de fer qui a prôné un renouveau moral. Et malgré tous ces paradoxes, il s'est dressé sans partage à la tête du plus grand empire de son époque, forgeant un héritage qui a largement survécu à l'homme sous les lauriers. En fin de compte, l'histoire d'Auguste est celle de Rome elle-même, au bord de l'autodestruction, puis transformée en un système impérial cohérent qui allait continuer à évoluer pendant des siècles. Dès que Jules César le nomma héritier, il fut plongé dans un tourbillon d'ambition et de violence. Et pourtant, cet adolescent autrefois timide émergea non seulement comme un survivant, mais aussi comme un homme d'État si dominant que la ville réorganisa son identité autour de lui. Les leçons de morale, la ruse politique,
l'épanouissement culturel et les fondements obscurs du pouvoir se confondent dans sa saga. Et cette saga, pour le meilleur et pour le pire, est le fondement sur lequel l'Empire romain s'est établi jusqu'à ses derniers jours, témoignant de la façon dont une seule vie peut changer le destin de millions de personnes. Nous avons suivi son parcours depuis ses premières années, éclipsé par la puissance de César, à travers les guerres civiles brutales, les alliances et les trahisons rusées, les projets de construction majestueux, les réformes morales et les infinies complexités de la succession dynastique. Nous l'avons vu reconstituer le Principat pièce par pièce, forgeant une nouvelle normalité où l'empereur se prétendait citoyen comme les autres tout en exerçant une autorité sans pareille. Nous avons vu comment il a ancré son nom dans les fondements de la culture romaine par son mécénat, sa dévotion religieuse et un récit captivant de paix et de restauration. Enfin, nous avons examiné comment son fantôme a persisté longtemps après sa disparition, influençant l'avenir de l'Empire et servant de référence, ou d'avertissement, à quiconque tentait de suivre ses traces. Voilà l'épopée d'Octave devenu Auguste, une épopée d'ambition brute et de génie politique, de posture morale et de rille politique, de grandes réalisations et de manipulations tout aussi grandioses. Qu'on le considère comme le plus grand empereur, un maître de la communication, un mal nécessaire ou le père de l'âge d'or de Rome, une chose est indéniable, il occupe une place importante dans les annales de l'histoire, un géant dont l'influence se fait encore sentir dès qu'on évoque le délicat équilibre entre liberté et ordre. À son époque, il a si minutieusement orchestré la métamorphose de Rome que la cité n'a jamais vraiment rompu avec son modèle. Des générations se souviennent de lui comme de l'homme qui a trouvé Rome en plein chaos et l'a laissée resplendissante de promesses. Et malgré tous les détails épineux de sa réalisation, on ne peut s'empêcher de se demander combien de dirigeants ont rêvé de réaliser quelque chose d'aussi audacieux et combien ont véritablement réussi comme Auguste.